Voilà, donc on a trouvé 8 cercles. Maintenant, comment je vais faire pour résoudre le problème? Parce que le problème, c'était de trouver 3 cercles et 8 cercles tangents. Et vraiment avoir leurs équations. Bon, et bien là, je vais utiliser une inversion. D'accord? Alors, ça veut dire quoi? Une inversion, ça va transformer des droits tout cercles en droits tout cercles. Mais je peux choisir, si je prends une inversion de centre qui n'est pas sur aucun des 3 cercles, ici droite, ici de départ, alors on va bien obtenir par transformation des cercles, des vrais cercles cette fois-ci, pas des droites, d'accord? Si on a bien choisi notre centre ici, et bien sûr, la propriété de tangence va être conservée par inversion. Alors, bon, j'aime bien l'inversion 1 sur z bar. C'est une inversion qui envoie 0 en l'infini. Le problème, c'est que 0, il est sur les deux droites. D'accord? Alors ça m'embête un petit peu, parce que ça veut dire que l'inversion va changer cette droite-là et cette droite-là en deux autres droites. D'accord? Puisqu'elles contiennent un point qui va aller à l'infini. Finalement, une droite, c'est juste un cercle qui passe par l'infini dans notre histoire. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Comme j'aime bien cette inversion-là, parce qu'elle fait faire des calculs très très simples, ma configuration, je vais la translater de sorte à ce que le centre soit là, en 1 plus i. Donc je vais faire une translation de 1 plus i. Ça ne va pas rendre mes calculs plus compliqués. Voilà, ça va être assez simple. Et ensuite, je vais passer par cette inversion. Alors pour les formules de changement de variable, regardez, en fait le mieux c'est de passer en complexe. Je vous laisse vérifier que ça correspond bien à l'équation. Quand vous allez écrire z bar, bon évidemment z c'est x plus iy, voilà. Donc z bar c'est x2 plus y2, donc c'est ça. Là quand vous allez faire ça plus ça, donc vous allez avoir juste la partie réelle, 2 fois la partie réelle. Donc vous allez bien avoir 2bx et plus 2cy, et puis vous avez d ici. Donc ça revient exactement au même. C'est plus simple parce qu'il n'y a plus qu'une seule variable, mais qui est complexe. Bon, donc pour la translation, on avait dit qu'on allait translater toute cette configuration de 1 plus i, comme ça, pour dégager, pour laisser un peu respirer 0. Et donc, on fait le changement de variable, donc grand Z égale petit z plus 1 plus i, ce qui fait que petit z est égal à grand Z moins parenthèse 1 plus i. Quand vous allez faire ce changement de variable dans cette équation, vous allez avoir une autre équation. Bon, vous allez tomber sur a, b, c, d, qui va être transformé en a, b moins a, c moins a, 2a moins 2b moins 2c plus d. Voilà. Donc c'est pas compliqué puisqu'on a les solutions de ce système d'avoir celui-ci. Maintenant, on fait l'inversion. Donc ça fait grand Z égale 1 sur petit z bar, c'est-à-dire petit z égale 1 sur grand z bar. Et là, vous allez avoir petit a sur grand z bar, plus b moins ic sur grand z bar, plus b plus ic sur grand z, cette fois-ci, plus d égale 0. Maintenant, je multiplie par zz bar, et je vais tomber sur dzz bar. Quand je vais multiplier par zz bar, je vais avoir b moins ic z, b plus ic z bar, et ici, plus a égale 0. C'est-à-dire que ABCD est transformé en DBCA, si vous comparez à l'équation de départ. Voilà. On voit, c'est intéressant, que les inversions dans le monde des cercles, dans le monde où les cercles sont des objets naturels géométriques, deviennent dans R4 muni de la forme quadratique, juste des réflexions orthogonales. C'est-à-dire ici, vous avez juste cette involution qui échange A et D, et effectivement orthogonale dans le sens que ça respecte la forme quadratique. D'ailleurs, ici, vous pouvez vérifier que la forme quadratique, B2 plus C2 moins AD, est tout à fait respectée, ainsi que ici, ça c'est vraiment évident, puisqu'on n'a fait que échanger A et D.
On peut essayer de regarder la tête que ça. Bon, les plus jolis dessins sont ceux qui sont dans nos têtes, on va dire. Là, on a ces deux droites, d'accord? Que sont-elles devenues par la transformation? Eh bien, elles sont devenues deux cercles. Mais il y avait deux points d'intersection, donc il y a toujours deux points d'intersection. Là, c'était 0 et l'infini. Et là, maintenant, les deux points d'intersection sont là. Voilà, donc ce qui était 0 et ce qui était l'infini. Alors, maintenant qu'on a vu ces deux droites, ce qu'elles devenaient, on va regarder ce cercle, ce qui devient. Bon, il devient, on l'a fait, hein, on l'a fait pour que ça devienne un cercle. Mais maintenant, ça peut être intéressant de savoir si l'intérieur de ce cercle passe à l'extérieur ou reste à l'intérieur. D'accord? Bon. Alors, regardez, vous prenez ce cercle, il est envoyé sur, donc il a pourcent de 0, il est envoyé, étant donné que là, il y a 1 plus i, d'accord, sa norme, c'est racine de 2, hein, donc c'est plus grand que 1, donc ici, il va être envoyé comme ceci, et la 0 est à l'extérieur maintenant du translaté du cercle, ce qui va faire que, comme on va passer maintenant par l'inversion, ce point-là va être envoyé sur l'infini, d'accord? Et donc, vous voyez bien topologiquement que comme l'image de ce cercle, c'est un cercle, et ben, 0 étant à l'extérieur, ça va rester à l'extérieur, puisque l'infini est par définition à l'extérieur. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'intérieur, ici, est envoyé sur l'intérieur. Voilà. Donc, on a conservation de cet intérieur. Donc, ce cercle-là va contenir le point d'intersection ici, entre ici et ici. Et donc, on va avoir, maintenant, il n'y a plus qu'à dessiner, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir une déformation. Alors, attention, hein, le centre ici n'est pas envoyé sur le centre, contrairement à ce qu'on pourrait voir sur le dessin, mais il fallait que les choses soient visibles. Ça, c'est pas vrai pour une homographie. Hein. L'image d'un cercle, par une homographie, c'est bien un cercle, mais l'image du centre, c'est pas le centre de l'image. Hein. Voilà. C'est comme ça. Et donc, ici, vous allez avoir vos 4 cercles, là, comme ceci. Et puis, ensuite, vous avez ces 4 cercles-là. Ben, vous allez avoir des choses ici qui vont se situer là. Hein, donc, quelque chose de tritangent ici, tritangent ici, tritangent ici, tritangent. Après, on a du mal à en trouver un autre, mais je pense qu'il faut prendre globalement un cercle qui va être tritangent, qui va prendre les 3 cercles dans la globalité. Je pense que ça devrait marcher, en tout cas, j'en vois pas d'autres. Voilà, en gros, mais si quelqu'un veut bien le faire sur GeoGebra et qu'il me l'envoie, ce sera avec plaisir. Voilà, maintenant qu'on a vu ça, on peut aller un peu de l'avant. Alors, plusieurs choses qui nous interpellent. D'abord, pourquoi 8? En fait, c'est le maximum. On a vu que c'était 0, 4, 8. En fait, c'est à peu près ça ce qui va se passer. On a un théorème, c'est-à-dire que d'abord, on a dit qu'un cercle tangent, quand on est dans P3 de R, donc on a regardé R4, mais on regarde les droites vectorielles de R4. Donc c'est cet espace de dimension 3. Hein. Et ben, dans P3 de R, on s'est ramené à des quadriques. Et ces quadriques, donc des équations de degré 2, hein, qu'on a bien vu, c'était phi de u, u' au carré, c'est une équation en u, phi de u, u' au carré est égal à q de u, u'. Où u', c'est un paramètre. Hein. Et c'est un paramètre qui prend 3 valeurs. U1, U2 et U3. Maintenant, ça fait une quadrique, c'est-à-dire une équation de degré 2. Et donc, c'est une quadrique dans un espace de dimension 3, hein, un espace projectif de dimension 3, ça fait une surface. Et quand vous allez intersecter 3 surfaces, parce qu'il faut être tangent à 3 cercles, et ben, ces 3 surfaces
ça va vous donner des surfaces à peu près comme ça, hein, c'est des espèces d'hyperboloïdes à une nappe, d'accord, comme ceci. Et ces hyperboloïdes, bon, vous pouvez imaginer des espèces de cylindres, hein, et, et, euh, et donc quand vous allez intersecter déjà deux cylindres, vous allez obtenir une courbe, hein, une courbe de degré 4. C'est-à-dire une courbe telle que quand on va couper un plan, on aura génériquement 4 points d'intersection. Voilà, courbe de degré 4. Maintenant, donc vous pouvez imaginer deux espèces d'ellipses là comme ça. Et maintenant, vous allez couper par un troisième espèce de cylindre comme ça, tac. Et là, vous allez avoir vos 8 points. Voilà. Et en fait, il y a un théorème profond, alors vraiment profond, que vous allez trouver dans un livre très difficile, par exemple le livre de Fulton, William Fulton, qui fait d'habitude des livres extrêmement limpides, je dirais pas grand public, mais quand même, il est capable de faire des choses de vulgarisation très jolies sur les variétés toriques ou sur les tableaux de Young, etc. Alors, mais bon, sa spécialité, c'est la théorie de l'intersection, et quand il fait de la théorie de l'intersection, c'est un livre où quand vous arrivez à tourner une page, faut vous couper les ongles parce qu'il y a du temps qui est passé, quoi, hein. Et donc, dans ce livre, que vraiment, déjà le chapitre 1, si vous survivez au chapitre 1, vous êtes très fort, survivre en comprenant, hein, pas en ouais. Là, vous allez trouver au chapitre 10 hein, ce résultat qui va dire que, bon, bah, ce résultat, un résultat très très général, mais qui va avoir pour corollaire, et d'ailleurs il en parle, que quand on va avoir 3 quadriques comme ça, on va avoir 8 au maximum, parce qu'il travaille dans C, hein, donc finalement, dans C, il va y avoir exactement 8 points d'intersection, quitte à ce qu'il y ait des points multiples, quitte à ce qu'il y ait des points à l'infini, etc., parce qu'on est en projectif, etc. Mais bon, en gros, il y en a exactement 8. Mais sur R, il y en aura au plus 8. Voilà. Alors, bien sûr, c'est le moment aussi de parler du théorème de Schall, hein, qui dit que on peut faire la même chose avec les coniques, mais cette fois-ci, les coniques, c'est un espace projectif P5, parce qu'il y a 6 paramètres au lieu de 4 ici, il y a 6 paramètres homogènes pour des coniques. Il faut chercher, le problème est de chercher des coniques qui sont tangentes à 5 coniques données. Et là, il y a un théorème de Schall qui dit qu'il y en a 3264. Là, ça c'est le grand théorème de Schall, hein, parce que Schall, il n'est pas venu sur Terre uniquement pour faire AB plus BC égale AC. Hein. C'est un truc impressionnant qui peut être déduit aussi maintenant avec les méthodes plus modernes de la théorie de l'intersection. Voilà. Maintenant, autre chose vers lequel ce problème amène, c'est à quelles conditions vous prenez un triplet de cercles droites, un autre triplet de cercles droites, et à quelles conditions il existe une homographie qui envoie l'un sur l'autre. Pour des couples. C'est facile, c'était l'invariant analagmatique. Ça, on a fait tout un cours là-dessus. Et bien, pour 3, qu'est-ce que c'est? Et bien là, c'est aussi un truc assez joli que j'ai appris dans le Perrin, en tout cas dans un PDF que Perrin a mis en ligne sur la géométrie analagmatique. Il est parfait au niveau les exemples, les dessins, les explications, le point de vue, tout est très très bien fait. Et bon, on peut le trouver en ligne, donc faut en profiter. Alors ça s'appelle le spin. Donc quand on a 3 cercles, on peut calculer, de la même manière que quand on a 2 cercles, on peut calculer l'invariant analagmatique. C'est lui qui va nous dire s'il existe des homographies qui envoient 2 cercles vers 2 autres cercles, si les 2 couples ont même invariant. Et pour 3, eh ben, il y a le spin. Voilà, on calcule un spin. C'est aussi un calcul, pour savoir, un calcul algébrique, hein, avec que des multiplications, des divisions, autour des coordonnées ABCD des cercles. Hein.
Et là, c'est le spin qui nous dit ça. Alors, pas que le spin, hein, il faut regarder 2 par 2 les invariants alématiques, plus le spin des 3, et là, c'est basta, c'est bon. Voilà. Ben, je pourrais essayer d'en parler un petit peu dans une prochaine vidéo.